séance d'introduction est toujours une séance un peu, on va dire, généraliste. Elle ne peut que rendre hommage aux formidables conférenciers qui vont animer ces 3 jours. Mais j'aimerais juste faire un petit retour sur une chose que j'aime bien faire chaque année, c'est ce terme d'imaginat. Ce terme d'imaginat qui a été choisi par notre ami Hébruc est un terme qui dit beaucoup de choses. Pour nous en particulier, parce que imagination, en gros, c'est donc, ça vient du latin image et vision. Donc je trouve que ça s'attache bien à la notion du congrès d'imaginat. Alors, en gros, le progrès scientifique que vous allez vivre et qui est analysé à de nombreuses reprises, et surtout aujourd'hui on parle de l'innovation. L'année dernière d'ailleurs j'avais introduit sur le thème de l'innovation. Le progrès scientifique dans toutes les disciplines suit à 2 méthodes différentes. Vous avez des grands chocs d'évolution et vous avez des évolutions qui sont entre ces 2 grands chocs, des évolutions lentes. Pour vous donner un exemple, le grand choc de la physique s'est produit dans les années 1900-1910 avec cette incertitude c'est les principes d'incertitude d'Heisenberg ou bien sûr les sauts quantiques de Planck. D'un seul coup, de la physique bien traditionnelle, newtonienne, où tout le monde était content, tout le monde retrouvait ses petits, d'un seul coup, il se passait des trucs un peu bizarroïdes du côté des UV et personne ne comprenait exactement pourquoi. Donc, en gros, il y avait une petite évolution qui avait un peu démarré avec Aristote. Tout le monde était content, les équations fonctionnaient bien, puis boum, la physique évoluant, les appareils évoluant, on a découvert des choses qu'elle n'est plus. Et il y a une énorme rupture qui a conduit irrémédiablement à la physique moderne, la seule qui s'applique, et d'ailleurs elle a une caractéristique, c'est que non seulement elle s'applique aux phénomènes microscopiques, mais maintenant elle commence à s'appliquer aux phénomènes macroscopiques. Donc où se situe l'imagination dans tout cela? Mais disons que les philosophes en sont arrivés à penser que l'imagination, l'imagina, finalement se divise en 2 grandes catégories. Une imagination qui est plus une créativité qui doit suivre des règles, qui est une progression, et une imagination violente qui, elle, est une rupture fondamentale. D'ailleurs, j'en arrive à oublier mes petites diapos. Alors, je vais vous les passer avec un petit peu de retard. Alors, simplement, la culture donc, est issue d'une longue histoire. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette pierre de Rosette, parce que la pierre de Rosette, vous savez, qui a permis de décrypter les hiéroglyphes, en gros, elle inscrit en 3 langues différentes, en 3 langages différents, les mêmes phrases. Donc, c'est un petit peu une transmission culturelle qui traduit cette évolution lente dont je vous ai parlé. Alors, chez nous, on a aussi nos pierres de Rosette. Alors, comme on va beaucoup parler digital, j'aime beaucoup celle-ci parce que ça, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une empreinte. C'est encore un petit peu utilisé dans la dentisterie, mais c'est une empreinte. Regardez-la bien parce que ça sera bientôt une pièce historique. Si vous avez quelques photos de cet objet, je vous encourage à la garder parce que vous en aurez de moins en moins. Alors, vous allez me dire, mais l'évolution au travers de ça, eh bien, vous voyez, l'évolution lente dont je vous parlais, on est passé en gros de la patte X à la patte Y, de la patte Y à la patte Z. On a commencé avec de la cire, ensuite on a fait de l'alginate, des thiocols, des hydrocoïdes, bref, ça c'est l'évolution lente. Mais voilà, malheureusement l'évolution lente n'est pas suffisante. La preuve, comme on peut le dire, on n'aurait pas inventé l'électricité en perfectionnant la bougie. Et c'est là où vous voyez cette espèce de rupture technologique. L'électricité n'a plus rien à voir avec la bougie, et pourtant les 2 ont donné de la lumière. Donc vous voyez, vous êtes face à ce que l'on va appeler la rupture technologique. Alors chez nous, bon, cette évolution, cet imaginat, on va dire, cette imagination, elle vient d'abord, il faut savoir, d'une perception du monde qui nous entoure, mais elle vient aussi quelque part de nos sensations extérieures du monde extérieur. Alors c'est une impression intérieure, le monde extérieur, et de toute façon on crée de cette manière, soit issu
du passé culturel soit issu d'une rupture que l'on ressent. Il y a d'ailleurs se distingue d'ailleurs, finalement, l'évolution lente, je serais tenté de vous dire qu'elle marque la période où on vit, mais quand on disparaît, l'homme disparaît. Parce que cette évolution lente ne marque pas la civilisation. Alors que quand vous voyez des hommes comme ça, vous les reconnaissez tous, Aristote, Léonard de Vinci, Edison, évidemment Job et Bill Gates. Tous ces gens-là, vous les reconnaissez parce que ces gens-là ont quand même marqué, et leur nom restera marqué dans les ruptures évolutives. Alors, comment arrivent finalement ces phénomènes de rupture évolutive? Bien, ils arrivent par une espèce d'une double réaction, qui est une réaction cognitive par le passé. C'est-à-dire ces gens qui imaginent plus, ont un passé, et ce passé s'est inscrit dans leur gène et leur fait créer quelque chose de subite, soudain. Vous avez par exemple des hommes qui ont essayé de l'analyser. Freud disait que cette rupture démarrait à la naissance et que le jouet de l'enfant, c'était de retrouver cette espèce de liberté qu'il n'avait pas qu'il avait quand il était dans le ventre de sa mère et qu'il avait perdu quand il naissait. Et ça créait un tel trouble que ça crée des relations cognitives qui lui-même permettaient de créer des nouvelles choses. Alors je serais tenté de vous dire, c'est peut-être pour ça que plus un homme a souffert dans sa jeunesse, plus il est créatif. On le dit d'ailleurs. Celui qui souffre crée. Alors c'est assez freudien comme analyse, mais rassurez-vous, il y a d'autres analyses, des analyses de Descartes, qui elles sont beaucoup plus rationnelles. Il faut quand même le dire. Alors il y a une autre forme de créativité, comme je vous disais, il y a la créativité qui est liée un petit peu à l'histoire de l'individu. Et j'attire votre attention d'ailleurs, vous voyez, quand on aime la créativité, on a toujours on a toujours un espèce de petit carnet, parce que la créativité a un gros défaut, c'est qu'elle est extrêmement vaporeuse. Elle part très vite, et je vous conseille de bien la noter quand vous avez des nouvelles idées. Alors, la deuxième forme de créativité qui, elle, n'est pas liée directement à votre passé, à votre sensation, à ce que vous avez vécu, c'est la créativité de la muse. Alors, la créativité de la muse, elle est très particulière, parce que celle-ci, on ne sait pas trop encore aujourd'hui d'où elle vient. Il se produit des phénomènes, on dit on a une muse et on imagine. Alors il faut savoir que la muse est complètement abracadabrantesque, pour reprendre une expression très française. Elle arrive et l'imagination fait que l'individu propose quelque chose qui évidemment est complètement loufoque au moment où il le propose, puisqu'il n'a pas de base, il n'a eu aucune sensation, et il a simplement imaginé quelque chose. Alors, vous savez ce qu'on dit toujours, on dit toujours qu'au départ, c'est l'idée complètement stupide, ensuite qu'on n'y arrivera jamais, et enfin que tout le monde y avait pensé. C'est ça la caractéristique de l'idée de la muse. Quand une idée arrive, quand l'imaginat est arrivé, quand l'imagination est arrivée, soit elle a pris cette forme de connectivité qui est très liée à l'individu et à son histoire, soit elle est complètement extérieure et on ne sait pas ce qui s'est passé pour le moment. Eh bien, il faut savoir que pour qu'elle existe vraiment, il faut que l'intelligence s'en mêle. Et si l'intelligence ne s'en mêle pas, sous une forme d'analyse, elle disparaîtra. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir son petit carnet, parce qu'elle disparaît très vite. Et il ne faut pas croire que si vous avez une idée, vous allez la garder. Vous vous rendrez compte que si vous ne l'avez pas notée, 2 jours après, vous l'aurez perdue, parce que justement, cette créativité soudaine, qui n'a pas de raison, est comme un rêve. Au moment où vous vous réveillez, elle n'existe plus. Ou elle existe, mais très peu. Voilà donc ce que je voulais dire essentiellement sur la notion imagination. Donc rappelez-vous qu'il existe 2 types d'imagination. Une imagination qui est une imagination historique, qui est l'imagination de votre passé.
qui est très liée au passé, un peu la Madeleine de Proust, et puis une imagination qui, elle, est complètement déconnectée de tout sens, et celle-ci, elle fait sans doute distinguer les êtres créatifs de ceux qui sont beaucoup plus académiques. Un être créatif, d'ailleurs, ne peut pas s'attacher... L'action créative d'un individu qui ne se base pas sur une culture, et d'ailleurs, c'est une action qui lui est très proche, très personnel, alors que quelqu'un qui se base sur une culture qui fait évoluer le monde lentement mais sûrement se base sur la culture des autres, et c'est deux démarches créatives, deux imaginations, deux imaginats différents. Mais parlons un petit peu pour finir d'imaginat, puisque je vous ai parlé un petit peu de comment on crée un petit peu de l'imagination. Alors, Imagina donc a été créé maintenant il y a quelques années. Imagina, c'est un congrès que j'aime beaucoup. C'est vrai que, bon, au travers des 600-700 congrès que j'ai fait dans ma vie, Imagina, j'aime revenir chaque année parce que c'est très particulier. C'est pas un congrès qui fait le concours du nombre de présences ou de salles remplies. Absolument pas. D'ailleurs, vous voyez, comme je vous racontais, j'ai fait une conférence devant 2 personnes, qui en plus étaient les conférenciers suivants. Donc vous voyez que le nombre de personnes, c'est finalement, Imagina, c'est une sensation. Bon, le cadre est beau, hein, Monaco, qui peut se plaindre du cadre de Monaco. Même si cette année, il y a beaucoup de travaux, je trouve. Hein. Faudrait les calmer un petit peu. Hein. Mais le cadre est splendide. Nous sommes reçus par Monseigneur, et ça, c'est un truc extraordinaire. Il faut savoir qu'on est quand même parrainé par une des grandes personnalités du monde, donc on ne peut que lui rendre hommage. Imagina, c'est d'abord l'apparition d'un certain nombre de choses. On vous présente des choses nouvelles, des objets nouveaux, des images nouvelles. Alors, vous allez me dire, là, celle du bas, je la connais. Mais celle de haut, vous ne la connaissez pas parce qu'on va vous parler à Imagina cette année, par exemple, de matériaux. Et vous voyez, quand je donnais mes cours au Japon, les étudiants me disaient, mais monsieur, vous nous dites qu'avec la CFAO, on peut usiner ce que vous voulez. Pour leur démontrer, je leur usinais un inlay et une couronne en bois. Et je leur démontrais par là même que la CFAO pouvait usiner dans ce qu'on voulait. Donc, vous allez voir, on va vous parler de matériaux, de nouveaux matériaux. J'espère un jour, et très rapidement, de matériaux hétérogènes structurés. Et de toute façon, on va vous ouvrir au niveau de nouvelles céramiques de CFAO. Puis, on va vous parler aussi de matériel utilisé, de nouveaux matériels utilisés par les confrères journellement. Mais on va vous parler d'autres choses aussi. Ce n'est pas uniquement du matériel nouveau ou des matériaux nouveaux. On va vous parler évidemment du workflow. C'est un grand thème cette année, ce fameux workflow. Pourquoi c'est un grand thème? Parce que d'un seul coup, il y a une démocratisation de l'empreinte optique en cabinet. J'entends en France... parce qu'il faut savoir aujourd'hui qu'aux États-Unis, c'est entre 200 et 500 caméras d'empreinte optique qui se vendent chaque mois. On n'en est plus à les 2-3 parcellaires qui se produisent. Aujourd'hui, c'est un véritable raz-de-marée. Les gens ont compris que la communication numérique était la seule qui tenait la route. Vous savez pourquoi je ne sais pas si je vous l'ai dit, je suis un peu bavard, hein, vous savez que j'aime bien parler, parce que j'aime tellement mon métier, je ne peux rien. Alors, je vais vous dire pourquoi l'empreinte optique va de toute façon gagner. Parce que mesurer un objet oblige à prendre l'énergie sur l'objet qu'on mesure. Donc, il est évident que quand vous faites un acte de mesure, il faut que cet acte de mesure utilise le moins possible d'énergie, parce que après que vous avez puisé l'énergie dans l'objet, l'objet diminue. C'est tellement vrai que quand vous mesurez des particules infiniment petites de l'espace, quand vous les mesurez avec des engins complexes, vous prenez tellement d'énergie par rapport à la petitesse de la particule que la particule disparaît. C'est-à-dire, en un mot, une technique de mesure doit prendre le moins d'énergie possible à l'objet qu'elle mesure, sinon elle le transforme, elle le diminue. L'énergie du produit diminue. Ce qu'on appelle l'entropie de l'objet diminue. Donc il faut chercher scientifiquement une technique de mesure qui prend le moins d'énergie possible. Eh bien, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, la seule énergie qui prend le moins d'énergie sur l'objet qu'on mesure, rappelez-vous, on prend l'énergie pour mesurer un objet sur l'objet qu'on mesure, c'est basique, c'est fondamental, c'est physique. Eh bien, celle qui prend le moins d'énergie, c'est l'optique.
C'est pour ça que de toute façon, quoi qu'on en fasse, l'empreinte optique sera l'aboutissement dans la physique actuelle, sera l'aboutissement scientifique et logique. Ce n'est pas une question de 5 microns, 10 microns. Quelque part, je serais tenté de dire que je m'en bats l'œil. Ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que scientifiquement, on a une raison de prouver pourquoi on a opté pour des techniques de mesure optique. Alors, le workflow, bien sûr, le workflow, c'est la première étape. Le workflow, en un mot, on va lancer du numérique. Alors, à partir de là, évidemment, 2 reste 2, 3 reste 3, on rentre dans tout un système et on va vous expliquer tous les systèmes de workflow. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de conférences qui étaient consacrées à cet aspect des choses. Alors, il faut savoir que le workflow va déboucher vers un élément extrêmement important, bien sûr, fabriquer des couronnes. Pourquoi on parlait de fabriquer des couronnes? Ce n'était pas parce que la CFAO était destinée à faire des fabrications de couronnes. C'est pas vrai du tout. C'est simplement que la fabrication de couronnes permettait de justifier de la rentabilité de l'achat du matériel. C'est la seule raison. Tout le monde a dit la CFAO, c'est pour faire des couronnes, des couronnes, des couronnes. Faux. Si vous lisez les premiers écrits de CFAO, vous verrez qu'ils disaient qu'on fait de la couronne, mais aussi on fait du diagnostic. Et aujourd'hui, grâce au workflow, vous allez découvrir, et grâce aux empreintes couleurs, vous allez découvrir que toute une nouvelle facette de la CFAO apparaît, c'est la facette du diagnostic. Et c'est important. Rappelez-vous qu'hier, vous savez à quel moment la CFAO a dépassé la méthode traditionnelle? C'est le jour où on a fait des premières empreintes couleurs digitales. C'est pas parce que l'empreinte était digitale. Quelque part, c'était peu important. Mais d'un seul coup, on était passé de la télé noir et blanc à la télé couleur. En un mot, on pouvait faire une chose qu'avec la méthode traditionnelle, on ne pouvait pas faire. On faisait de la lecture tridimensionnelle en couleur, on amenait un objet sans doute virtuel, mais coloré, alors qu'un plâtre reste un plâtre, sans aucune couleur. En un mot, on nous prive d'une perception fondamentale pour notre diagnostic. C'est en cela que la CFAO a battu en brèche la méthode traditionnelle. Et quand j'ai vu les premières empreintes couleurs, j'ai dit ça y est, c'est fini, ça passe dans la boîte. Donc c'était une étape qui était une étape extrêmement importante, et ça vous allez le vivre aujourd'hui, demain et après-demain. Et puis bien sûr, on va parler des implants, beaucoup, parce que c'est beau, ça nous fait plaisir, c'est un travail qui a enfin marié la dentisterie à la chirurgie, à la haute chirurgie. On se fait plaisir, on a le droit de se faire plaisir, parce qu'on fait quand même beaucoup de composites, on a le droit de temps en temps de faire de beaux actes, et d'avoir vraiment l'impression de faire quelque chose de plus beau qu'un dentier complet haut et bas. Donc on va vous expliquer un certain nombre de techniques. Pour presque terminer, je vous rassure, pour presque terminer, j'aimerais rendre quand même hommage à mon oncle Bernard, qui a disparu il y a peu de temps, qui a été mon compagnon de lutte d'abord, parce que tout le monde rigolait quand on parlait de l'empreinte optique, puis ensuite mon compagnon de travail. Et je pense que c'est la première publication que vous voyez ici qui a été faite sur l'implantologie de la CFAO. Elle a été publiée en 1984 sur un journal qui s'appelait Implantologie orale, et elle a pu être faite grâce à Cherchev. Alors, je vous demande simplement de la noter, parce que quand je vois les articles sur la CFAO et l'implantologie, en général, la biblio, elle commence en 92-93. Je vous encourage à lire de temps en temps des petites publications qui sont un petit peu plus anciennes, et on explique avec détail comment, avec un appareil de CFAO, il est possible de faire des implants. D'ailleurs, si je reviens en arrière, vous voyez, si j'y arrive, voilà, l'implant que vous voyez, c'est un implant Tramus, qu'on avait modélisé avec un logiciel qui s'appelait Euclide. Et cet implant de Tramus, on pouvait le modéliser en fonction du volume de la cavité qui avait été préparée. Enfin, pour finir, vous savez qu'il y a toujours des débats. On parle d'art dentaire. Tout le monde m'explique que l'art dentaire est quelque chose parce que nous sommes des artistes. Alors personnellement, je ne suis pas du tout de cet avis. Beaucoup le savent. Je pense qu'on est des grands scientifiques, mais on n'est pas des artistes. Notre art, c'est de savoir utiliser, c'est d'avoir su utiliser pendant 200 ou 300 ans des vieilles technologies épouvantables comme le casting, comme la cire perdue, comme toutes ces choses-là, des vieilles techniques, mais on est tellement doué de notre main que ces vieilles techniques qu'on peut 2000 ans, 20 000 ans, puisque donc la coulée était réalisée par les Égyptiens d'une façon tout à fait remarquable.
eh bien, notre art, c'est justement d'utiliser ces vieilles choses pour faire des choses absolument splendides. Mais l'art, c'est pas ça. Personnellement, puisqu'on va parler de l'art, c'est le 3e jour, on va parler de l'art, eh bien, pour moi, l'art, c'est très différent. L'art est quelque chose de créatif. Est-ce que vous voyez là, dans cette image, une reproduction d'une photographie? Vous ne la voyez pas. Eh bien, le jour où la dent qu'on va construire, cette dent rouge que vous voyez là, aura une expression, que ce ne sera pas simplement la copie des choses, comme une vulgaire photographie, ce jour-là, nous pourrons dire que nous faisons de l'art dentaire. Donc, comme je l'explique toujours, et ça c'est mon point de vue, et on a le droit à un certain âge d'avoir un point de vue, comme je l'explique toujours, ça c'est de l'art, parce que si ça explose et si ça fait créer en vous des sentiments de rejet, c'est pas beau, ou des sentiments de c'est splendide parce que ça exprime la personnalité de ce visage, là, vous ferez vraiment de l'art, parce que l'art n'est pas que de la copie parfaite, mais l'art est une expression. Voilà, bien écoutez, je terminerai simplement en vous remerciant de m'avoir permis de faire l'introduction de ce merveilleux petit congrès d'Imagina que j'adore, parce que vous verrez, on se côtoie plus, on se parle tous et à tout moment, c'est vraiment sa caractéristique. Merci.